fais des petits films comme ça. Non mais sérieusement, ça fait 3 semaines qu'on nous bassine avec l'Euro et en plus de ça, l'autre soir, je me suis fait embarquer pour le match France-Suisse. Je me suis dit que sur un malentendu, ça pouvait passer. Eh bien vous savez quoi? J'ai eu raison. J'ai adoré et ce match restera gravé là parce que j'ai appris plein de choses. Ça valait le coup d'en faire une notif. Déjà, on va commencer par la base. Ok, pour jouer au foot, il nous faut un ballon. Vas-y. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ballon rond, ballon rond, ballon rond. Mais en fait, est-ce qu'il est vraiment rond ce ballon? Bah oui, il faut qu'il ait une sphère parfaite, régulière et hyper symétrique pour qu'il évolue de la même façon dans toutes les directions. Et en plus de ça, il faut que sa trajectoire et sa vitesse ne soient influencées que par le coup de pied du joueur. Donc techniquement, il va falloir qu'on mette en place quelques petits trucs. Et quand on pense aux formes régulières en géométrie, on pense aux solides de Platon qui sont parfaitement symétriques. Et c'est sur un de ces modèles qu'on a pensé le ballon de foot. En fait, on a pris l'icosaèdre, qui est celui qui contient le plus de faces. Donc il y a 20 triangles équilatéraux qui, en s'emboîtant, vont former des sommets. Mais perso, j'ai jamais vu un ballon de foot avec des sommets, on est d'accord. Ça veut dire qu'on coupe à chaque fois les 3 angles des triangles. Quand on déplie un ballon, on se retrouve avec 12 pentagones et 20 hexagones. Après, il faut bien penser que le matériau qui est utilisé pour construire les ballons, il doit être super souple, de façon à ce que quand on le gonfle, il puisse s'arrondir davantage. Vous imaginez le nombre de coups de pied qui se prend pendant un match, la vitesse qu'il doit prendre. Tous les joueurs ne s'appellent pas Ronnie Eberson, qui est un ancien joueur de foot brésilien qui détient le record du monde de vitesse sur un coup franc à 221 km/h. C'est quand même un bon TGV quoi. Et ce que j'ai trouvé le plus fou, c'est que le lendemain du match, en regardant un petit peu la presse, je suis tombée sur un article et je me suis dit mais c'est pas possible, je ne comprends rien. D'un tir parfaitement brossé à 25 mètres des buts, l'international tricolore trouve la lucarne de Yann Sommer, 75e, 3-1, un véritable bijou. Vous avez tout compris ou je suis la seule à me dire que cette phrase est lunaire? Un tir brossé. Vous savez ce que c'est, vous? Le mec, il était pas en train de la nettoyer, sa balle. Hein. En fait, si on avait utilisé le terme enroulé ou enveloppé, ça aurait signifié la même chose. Ce qu'ils ont juste voulu dire, c'est que Pogba a inscrit une trajectoire courbe à son ballon. En fait, ça fait intervenir la mécanique des fluides et ce véritable bijou est dû à l'effet Magnus. Le foot, c'est pas que du physique, il y a quand même de la physique. Ok, je vous explique. Si Pogba avait tiré simplement le ballon, c'est-à-dire sans lui donner aucun effet, eh bien le flux d'air environnant du ballon aurait été le même des deux côtés de la balle, de façon en fait à ce qu'il puisse se déplacer linéairement dans l'air. En revanche, à la 75e minute, Pogba est allé frapper la balle sur le côté droit en lui inscrivant une rotation sur elle-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autour de ce ballon, il y a une fine couche d'air qui est un peu emprisonnée autour. C'est à ce niveau-là qu'il va se passer un phénomène asymétrique. Du côté gauche, le ballon va entraîner une accélération du flux d'air environnant, ce qui fait qu'il va y avoir une diminution de la pression. Et en même temps, du côté droit, le ballon va freiner l'écoulement d'air, ce qui va faire qu'on va avoir beaucoup plus d'air qui va stagner ici et qui va faire augmenter la pression. On se retrouve bien avec une différence de pression des deux côtés du ballon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le ballon va se diriger là où la pression est la moins forte, donc là où il y a le moins de résistance, donc du côté gauche. David, d'après mes petites recherches, tu kiffes quand même à fond cet effet, tu peux nous le dire? Maintenant, tu peux remercier Gustav Magnus, qui est un grand physicien allemand, qui a pu décrire cet effet-là. Bon, en parlant de tir, vous êtes jamais posé la question de savoir si un gardien de but, en faisant son dégagement, pouvait marquer dans le camp adverse, et même pire, envoyer la balle dans les gradins. Alors oui, dans le Guinness, vous allez voir que ça existe, mais après rebond, là, moi, je vous parle d'un truc direct. C'est vrai, quand ils font leur dégagement, la balle atterrit toujours un peu plus loin que la ligne du milieu de terrain, comme s'il existait un mur aérodynamique qui empêchait la balle d'aller plus loin. Et il y a bien une explication physique à ça. Les gardiens de but ne sont pas si mauvais. Voilà ce qui se passe. Après avoir frappé dans le ballon mais sans lui avoir donné d'effet particulier, quand il est dans les airs, il y a plusieurs forces qui vont s'inscrire dans cette balle. On va avoir la force de la frappe initiale, on va aussi avoir la force de gravitation qui elle est constante, mais aussi la force de traînée aérodynamique qui est une force de frottement qui s'oppose à la vitesse du ballon et qui est proportionnelle au carré de la vitesse de ce ballon. Au départ, la vitesse de frappe, il faut qu'elle soit supérieure à un certain seuil. C'est-à-dire que là, pour le foot, on est à 30 mètres par seconde. Si on prend l'exemple d'une boule de pétanque, ça va être 100 mètres par seconde. C'est vraiment pour que vous compreniez que ça dépend du projectile avec lequel on joue. Et bien dans cette phase, c'est la force de traînée qui l'emporte. C'est pour ça que la trajectoire est pratiquement droite. Puis à un moment donné,
la vitesse diminue. On dit que la portée du ballon sature, jusqu'à ce que la gravité l'emporte et force le ballon à tomber quasi verticalement. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une courbe parabolique, on va se retrouver avec une courbe triangulaire qui est typique. C'est pour ça que le gardien ne pourra jamais marquer dans le camp adverse. Il faut savoir que les dimensions d'un terrain de foot sont comprises entre 90 et 120 mètres. Et elles sont proportionnelles à la portée maximale du ballon, qui, elle, dépend essentiellement des caractéristiques de ce ballon, comme sa forme, son poids. Il faut savoir que c'est aussi comme ça qu'on calcule les dimensions des autres terrains de sport, comme le baseball, comme un parcours de golf, comme une table de ping-pong. Donc là, au foot, le gardien aura beau frapper plus fort, le ballon n'ira pas plus loin qu'une longueur fixée qu'il s'auto-impose en quelque sorte. Juste pour rappel, à la base, je matais juste un match France-Suisse. J'étais pas partie pour aller dans toutes ces explications. Bon, dans la description, je vous mets plein d'autres articles pour ceux qui sont un peu plus friands de calcul, de maths, d'équations. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Eh, c'est pas si facile, hein? Allez! Il y a une autre question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi les joueurs de foot crachent. Honnêtement, on a l'impression qu'ils sont même entraînés à cracher, quoi, les gars. Je vous imagine très bien en train de vous dire « Ouais, elle a trop raison ». J'ai pas raison du tout. Il faut savoir que les joueurs sont en permanence en activité. Ils courent partout, tout le temps. Ce qui va intensifier leur débit respiratoire. Et c'est ça qui va stimuler la muqueuse qui tapisse leurs bronches et qui va produire encore plus de mucus bronchique. Mais à un moment donné, il va y en avoir un peu trop de ce mucus bronchique. Donc il va falloir qu'il élimine. Et à votre avis, comment ça se passe? Je vous fais pas un dessin. Bon, il va falloir qu'on aborde la partie la plus difficile de cette notif, qui est notre défaite. Je trouve ça tellement naze de départager deux équipes qui ont si bien joué. En plus, je sais pas vous, mais moi j'avais l'impression que c'était vraiment un peu une loterie. Chaque joueur tapait un peu au petit bonheur à la chance, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai découvert pas mal d'études scientifiques qui justement se sont penchées sur ce phénomène du tir au but. Je vous les mets en description, allez y jeter un œil, c'est assez marrant. Et j'annonce, vous ne regarderez plus jamais les tirs au but de la même manière. Déjà, le tireur va devoir savoir où placer sa balle dans le but. Et apparemment, il y a des chercheurs qui ont analysé 300 pénaltys et qui ont divisé la cage de but en 9 cellules. Et ils ont mis en évidence plusieurs résultats. Ceux qui ont eu le plus de succès, ce sont ceux qui ont été tirés dans le tiers supérieur du but. Il y a eu 100% de réussite. En revanche, la stratégie la plus commune qui serait celle de se dire « Tiens, je vais tirer en bas, à droite ou à gauche du but » serait la moins efficace. Il vaut mieux tirer au milieu, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait viser le gardien. Mais bon, psychologiquement, c'est pas toujours évident, quoi. Et apparemment, vous savez quoi, ce serait aussi une question de timing. Ce que je vais vous raconter aurait pu sauver Mbappé, je pense. Et c'est probablement cette stratégie qui a été payante pour Pogba face au gardien Yann Sommer. Il a certainement frappé 300 millisecondes après avoir vu le gardien s'élancer de l'autre côté du but. Comme ça, ça lui a laissé le temps d'orienter son tir tranquillement de l'autre côté. À l'inverse, c'est vrai que ça doit être assez chaud pour un gardien de but de savoir de quel côté le joueur va tirer. Ce qui va en revanche l'aider, ça va être d'analyser la posture du joueur. Mais ça, il va falloir qu'il le fasse très rapidement, genre en une fraction de seconde, quoi. Par exemple, s'il voit que les hanches du joueur qui est en face de lui sont parallèles, il est presque certain que le joueur va croiser son tir. C'est-à-dire que s'il est droitier, il va tirer à droite du but. Après, s'il regarde son buste et qu'il voit qu'il est droit, il va savoir que le joueur va tirer vraiment à ras de terre, alors qu'au contraire, s'il est en arrière, il va savoir que le joueur va lever le ballon. Mais on s'est rendu compte aussi que les gardiens sont capables d'influencer les tireurs. En se décalant de 6 à 10 cm d'un côté, donc en laissant plus d'espace d'un côté du but, ça augmenterait de 10% la probabilité que le joueur tire du côté le plus ouvert. On parle de quelques centimètres, moi je trouve ça juste fou, quoi. Allez! Bon allez, dernier petit tips, après je ne vous embête plus avec mes stats. C'est une équipe de néerlando-norvégiens qui ont émis une hypothèse après avoir analysé des centaines de tirs au but. Eux, ils sont partis du principe que les équipes qui gagnaient au tir au but sont celles dans lesquelles il y a le plus de joie et de domination qui sont exprimées. Parce qu'en fait, ça provoque une contagion émotionnelle, ce qui booste les joueurs et qui leur donne énormément confiance. À toute l'équipe de France qui me regarde là, allez-y, célébrez vos buts, on veut voir de la contagion émotionnelle, nous, on veut que ça pétille! Il existe beaucoup d'autres analyses, de statistiques, de modèles mathématiques concernant cette science du tir au but. Je vous mets tout ça dans la description, amusez-vous. Allez la France quoi, on n'est pas là pour se brosser Martine, hein.
Bon, aujourd'hui nous sommes mardi et tout le monde parie sur un Italie-Angleterre pour notre finale de dimanche. Perso, j'en sais strictement rien. Je sais juste que je serai évidemment devant la finale. Je suis certaine que j'ai plein d'autres choses à apprendre. Et d'ailleurs, si vous aussi vous connaissez des faits scientifiques qui ont un rapport avec le foot, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'ai envie de vous dire, la balle est dans votre camp en fait. Allez, à très vite!